Bonsoir, bienvenue à tous. Le sujet fait le tour, bien sûr, des médias depuis le mardi dernier. Le tour également des réseaux sociaux. Une sortie de l'opposition empêchée à Cotonou. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les forces de la résistance, et bien sûr, soupçonnent une main invisible du pouvoir en place? Ont-elles été empêchées de faire cette déclaration sur l'actualité politique et nationale? Dans bien sûr, cette émission du décryptage, nous allons revenir sur ce qui s'est passé avec un membre influent de l'opposition, porte-parole des forces Cori pour un Bénin émergent, l'honorable Atchadé Nourinou. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Honorable Atchadé, en tout cas ancien député à l'Assemblée nationale, oui. Ancien président du groupe parlementaire, ancien député du Parlement panafricain également. Et puis, même de la politique, directeur de société privée, c'est bien cela. Oui. Alors, avec vous, nous allons quand même revenir un peu sur l'actualité, la situation au sein des forces Cori pour un Bénin émergent, les événements du mardi dernier, mais également avoir donc votre lecture des récentes réformes. C'est vrai qu'entre-temps, juste après la révision constitutionnelle, le parti était monté au créneau. Vous avez qualifié cette révision de coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, il y a eu d'autres réformes également, le nouveau code électoral, l'adoption du statut de l'opposition et bien d'autres réformes aussi. On aura le temps d'en parler sur ce plateau du décryptage. 26 minutes pour analyser l'actualité politique au Bénin. Honorable Nourinou Atchadé, porte-parole des forces Cori pour un Bénin émergent. En tout cas, encore une fois, bienvenue dans les locaux de Eden Télévision. C'est moi qui vous remercie. Bien sûr, par les forces Cori pour un Bénin émergent. On sait quand même qu'après l'obtention du récépissé concernant la mise en conformité par rapport à la nouvelle charte des partis politiques, il y a eu une crise qui a pris naissance au sein du bloc aujourd'hui. Est-ce que c'est dépassé, la cohésion est revenue? Quelle est la situation réelle au sein de FCBE? Merci beaucoup, monsieur Aïssa, et je voudrais vous témoigner ma gratitude pour m'avoir invité sur votre chaîne. Et je crois qu'il y a aujourd'hui au Bénin Ra Télévision qui accepte encore et inviter l'opposition sur son plateau pour analyser les faits économiques. C'est à votre actif. Merci beaucoup. Et ceci dit, tout le groupe étant impartial, voilà. Merci à votre groupe. Et je voudrais dire que c'est vrai que FCBE traverse une crise et peut-être que c'est une crise de croissance et nous le souhaitons bien sûr. Et crise de croissance. Oui, je crois, et c'est ce que nous pour masquer les choses. C'est ce que nous souhaitons. Je dis bien, c'est ce que nous souhaitons, parce que dans toute organisation, il doit y avoir des problèmes. Et la capacité des responsables à surmonter ces difficultés fait grandir l'association. Je crois que la crise est toujours ouverte ou bien elle est enterrée? C'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a eu au sein du groupe certains qui ont bien voulu commettre des actes qui sont bien sûr allés chercher le récépissé. D'autres ont pensé que ce n'était pas catholique de faire comme ça. Et c'est de leur droit, c'est du droit de ceux qui sont allés faire. Nous avons un règlement intérieur, nous avons un statut. Et par rapport à ces lois-là, je crois que ceux qui ont commis tel ou tel acte ont compris que ce que nous avons fait ne respecte pas ce qui devait être fait. Et par rapport à ça, nous sommes dans la posture aujourd'hui de concilier les deux pour que le parti puisse aller de l'avant. Donc, nous ne sommes pas dans la période de crise, nous sommes dans la période de concilier les deux positions pour que le parti puisse aller de l'avant, parce que nous sommes appelés de gauche à droite par les populations pour dire que FCBE ne doit pouvoir pas connaître le sort que la rupture a réservé à d'autres formations politiques que vous connaissez très bien, et que FCBE doit pouvoir transcender cette crise qui est en train de laminer aujourd'hui. Et il faut qu'on aille de l'avant. Mais l'obtention du récépissé est quand même un document
très nécessaire qui témoigne de l'existence légale, juridique du parti. Oui. Pourquoi vous pensez quand même que les conditions de l'obtention... C'est un problème... Quel était réellement le problème? Parce que c'est un problème interne et nous sommes en train de le régler à l'interne. Et ceux qui sont allés... Oui, mais le ministère de l'Intérieur reconnaît que nous avons rempli des conditions qu'il faut pour participer aux élections, pour avoir notre récépissé, participer aux élections, mais on en a été empêché. Et que ce même ministère pose de nouvelles conditions pour notre existence, il y a un groupe qui a pensé qu'il ne fallait pas y accéder, comme d'autres formations politiques qui sont restées aujourd'hui, qui n'ont pas fait... Et justement, pourquoi ce groupe-là pensait qu'il ne fallait pas... On a pensé qu'il ne fallait pas faire, compte tenu de ce que nous savions que par le passé, avant les élections de 28 avril, que nous étions déjà à jour. Et devant le président de la République, le ministre de l'Intérieur a reconnu que FCBE, pour ne pas dire, a fait ce qu'il fallait. Il a dit FCBE a fait l'essentiel, il ne reste plus grande chose. Nous avons rigolé parce que nous savons qu'on a tout fait. Le président de la République, quand il avait reçu l'opposition, a dit ce qu'il fallait faire pour être à jour. On s'est dit que ce n'était pas juste la compréhension du président de la République par rapport à la charte des partis politiques, mais on a dit, étant entendu que c'est lui le président de la République et que c'est lui qui donne, nous allons faire respecter ce qu'il a dit. Nous l'avons fait. Nous sommes allés en congrès extraordinaire, nous conformer par rapport au désir du président de la République. Mais on est resté bloqué jusqu'à l'organisation des élections. Et on n'a pas compris que le président de la République nous a exclus des législatives. Le président oui, s'il te plaît. Quand vous parlez ainsi, c'est comme si c'est le président, les institutions ne fonctionnent plus, alors que ce n'est pas forcément le cas. S'il te plaît, c'est le président de la République, à travers le ministre de l'Intérieur, qui donne le certificat de conformité ou le récépissé. Et en son temps, il a donné à qui il veut le récépissé pour qu'ils aillent aux élections. Nous faisons partie des gens à qui on a refusé, malgré tout l'effort que nous avons fait en son temps. Quand vous dites ça, alors qu'en son temps, les propos du président ont dit autre chose. Le président a reçu à plusieurs reprises les partis et il a exprimé quand même son souhait de voir les partis quand même aboutir à aller vite. C'est exactement la version officielle. C'est ce qu'on a vu. C'est la version officielle. Alors pourquoi pensez-vous que le président aurait la volonté d'empêcher les partis quand même d'avoir oui, même vous-même qui me posez la question, vous le savez. Je pense qu'il le veut ainsi parce qu'il veut avoir les 83 députés pour lui seul. Pour preuve, nous sommes le seul Parlement au monde aujourd'hui qui n'ait pas d'opposition. Mais est-ce que dans l'obtention, finalement, l'obtention du récépissé provisoire en soute définitif, est-ce qu'en son temps, il y a eu effectivement des sacrifices ou de l'exclusion de certains membres? Oui, effectivement, il y a eu l'exclusion de certains membres, de ceux qui sont en exil aujourd'hui. On les a exclus parce que, soi-disant, ils sont recherchés. Au même moment, il y en a qui sont dans la situation qui ne sont pas exclus. Donc, nous pensons que ce n'est pas le fait de l'exclusion. Cette disposition est intervenue bien après les élections, quand on a dit que ceux qui sont recherchés ne peuvent plus avoir de documents administratifs. C'est intervenu bien après les législatifs. Donc, ça ne faisait pas partie des conditions pour lesquelles on a refusé de nous donner le récépissé. Donc, nous, on a pensé que c'était délibérément que le pouvoir a décidé de ne pas donner de récépissé. C'est une vieille question. Nous avons passé là-dessus. Nous savons qu'on nous a exclus des législatives. Ce n'est pas parce qu'on ne remplissait pas les conditions. Quel parti mieux que FCBE pouvait remplir les conditions quant aux membres, aux représentations au niveau de nos bases? Aucune formation politique. À date, même jusqu'à cette date. C'est vous qui le dites. Je l'ai dit et ils le savent. Je l'ai dit et ils le savent. Pour preuve, il est allé au législateur avec ces deux partis politiques. Quel a été le taux de participation? Moins de 10%.
Même si officiellement, on parle de 27%. On en parlait de 27%. Officiellement. Pourquoi officiellement. 10% n'est pas un chiffre officiel. Ça s'est gonflé comme si on mettait de la farine dans l'eau. Donc aujourd'hui, les FCBE sont en train de surpasser cette crise. C'est bien cela. Oui, on fait l'effort de surpasser cette crise pour la cohésion au sein du groupe. D'accord, on referme ce chapitre-là parce qu'en 26 minutes, on n'aura pas grand-chose à dire. Voilà. On aura le temps de revenir sur des détails, sur des plateaux un peu plus larges. Okay. Alors, le mardi dernier, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Cotonou? Oui, après environ 5 mois de silence, l'opposition a voulu se faire entendre par rapport à l'actualité politique nationale et internationale. Et pour le faire, nous avons choisi la salle Majestic à Kadian. Et nous avons pris les dispositions pour réserver la salle. Nous avons payé par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être une connaissance du promoteur de Majestic. Et nous lui avions remis l'argent, l'avocat a payé et a remis l'avance naturellement au promoteur. Il nous a réservé la salle. Pour preuve, le 10 au matin, ils ont ouvert la salle pour nous. Nous avons mis le dispositif de sonorisation. On a commencé par mettre le dispositif de sonorisation et nous on était regroupés quelque part en train de faire les dernières touches quand le technicien chargé de mettre la sonorisation nous a appelés pour dire qu'il y a problème, que le promoteur serait en train de dire que la salle ne peut pas être occupée. Mais c'était, je te dis, la mort dans l'âme, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on a dû appeler l'avocat pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et que voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Lui aussi cherchait entre-temps à nous appeler parce qu'il était en audience et quand il est sorti de l'eau, il a eu le message après midi 30 et lui-même cherchait à nous appeler. Et il a tenté de raisonner le promoteur, il a dit c'est un blackout parce que, dit-il, il a reçu des menaces. Il a reçu des menaces. Et quand on dit comme ça, je voudrais vous demander, monsieur Aïssek, qui pouvait menacer, pouvait menacer un privé, qui a son infrastructure, s'il vous plaît, qui a son infrastructure et qui vend cette infrastructure, qui loue cette infrastructure pour avoir de l'argent, qui a déjà encaissé 1 million et qui du reste devait encaisser encore 500 000. Ça fait 1 500 000 qui devait prendre pour l'occupation de la salle pendant l'après-midi seulement. Pour certains, ce n'est pas de l'argent, mais pour d'autres, c'est quand même un peu colossal. Et qui, du coup, refuse de prendre cet argent-là et dit « Allez à la caisse chercher votre argent, je ne vous loue plus mon local. » Et toute discussion, il était fermé. À toute discussion, il disait, je ne peux pas, la pression est forte. Elle vient d'en haut. Mais quand on dit comme ça, est-ce qu'on a besoin de nous dire qui a fait la pression? Non, mais ici, quand même, un promoteur, c'est une structure privée. Et bien sûr. Pourquoi puisque on va être direct, pourquoi vous soupçonnez une main du régime alors que c'est carrément une structure privée? Nous soupçonnons le régime parce que nous avons été déjà échaudés par le passé. Qu'il vous rappelle que un parti politique de l'opposition, le parti de Adjabon USL, devait faire un congrès constitutif qui a loué le stade de l'Amitié, a payé et à la veille de l'activité, on l'a appelé pour qu'il retire son argent. Mais là, vous n'avez quand même pas des preuves de façon matérielle pour soupçonner une... On n'a pas la preuve qu'il a retiré son argent? Non, pas du tout. On n'a pas la preuve. Vous n'avez pas la preuve quand même que derrière cela, mais nous n'avons pas dit que le président Patrice Talon a appelé pour qu'on retire l'argent. Nous avons dit le pouvoir. Le stade de l'Amitié, c'est dans les mains de qui? Nous avons également, ça fait la deuxième fois, nous étions allés à Azalaï louer une salle pour une manifestation.
la dame, la caissière, a encaissé l'argent. Et elle a dit, quel nom je mets sur le reçu? Dès qu'on a donné le nom, elle a dit, attendez, je viens. Elle est montée voir son patron. Elle revient pour nous dire que la salle est indisponible de reprendre notre argent. Mais vous voulez qu'on aille dire que c'est qui? Que c'est Adjavon? Que c'est Yaïboni qui a demandé d'interdire ou bien que c'est Soglo? Mais qui a le pouvoir qui peut influer sur la décision de quelqu'un de prendre l'argent, un privé de prendre l'argent? C'est parce que peut-être les gens ont pris du redressement fiscal. Vous vous rappelez de ça aussi, non? Que c'est la pression, que les gens, que l'administration a aujourd'hui sur le privé pour l'empêcher d'accepter à l'opposition d'occuper son espace. Vous pensez qu'un privé, Azalaï, qui a construit son infrastructure pour prendre de l'argent, prenant déjà de l'argent, va vous appeler pour vous dire venez retirer votre argent si ce qu'il endure n'est pas plus fort que ce que vous venez de lui verser? Nous, on pense qu'il y a un pouvoir. Nous n'avons pas dit nécessairement, Patrice Talon a dit, mais il y a le pouvoir qui est plus fort que le privé et qui influence le privé et qui lui demande de ne pas autoriser. Ça reste que des hypothèses pour le moment. Bien sûr, voilà. bien Donc, sûr. Je dis, il n'y a aucun pays dans le monde où il n'y a pas l'opposition. Dans un pays sérieux, une déclaration de l'opposition qui devait se passer et qu'à la dernière minute, un promoteur privé ferme la porte malgré que les gens ont déjà payé. Et même si on accusait le gouvernement se doit, avec tous les moyens que nous, ensemble, nous avons mis à leur disposition pour nous réguler, il devait utiliser ces moyens-là pour clarifier la situation, pour se laver de ce soupçon-là. Le gouvernement aujourd'hui... Le porte-parole du gouvernement, mercredi, après le point du Conseil des ministres, il a quand même été clair. Il a rejeté ces accusations. Ce n'est pas suffisant. Je crois que ce n'est pas suffisant. Tout le monde, on peut se lever et dire non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas suffisant. Mais quand ce n'est pas vous là, vous avez la force publique qui a fait ça. C'est votre devoir. Donc vous demandez qu'il y ait quand même bien sûr, une clarification. Parce que nous, de l'opposition, on se doit cela. On n'est pas des Béninois à part. On a des Béninois qui doivent bénéficier. Quelles dispositions ont été prises au sein de l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous organisez les choses actuellement? Est-ce que vous tenez toujours à cette déclaration ou... Non, nous avons fait la déclaration, vaille que vaille. Nous avons fait la déclaration, on ne revient plus là-dessus. Nous avançons, nous allons de l'avant et il n'y a pas une nouvelle déclaration. Il a quand même été, et ça ce n'est pas nous journalistes qui parlons, c'est le peuple, puisque nous entendons. Oui. Il a quand même été reproché à l'opposition, manque de stratégie, manque d'anticipation. Aujourd'hui, vous êtes face à un régime qui est beaucoup plus stratège, mais on a toujours reproché cela à l'opposition, manque de stratégie. S'il te plaît, le gouvernement, pourquoi l'opposition se met dans une certaine lenteur et après elle semble se réveiller et puis après... S'il te plaît, le pouvoir n'est pas stratège. Le pouvoir est beaucoup plus nuisible. Nuisible, je l'ai dit. Pourquoi vous trouvez que ce régime... Oui, nuisible. C'est de la stratégie politique, c'est de la compétition politique et puis... La stratégie politique, aucune stratégie politique au monde n'amène à une assemblée monocolore. Ça, ce n'est pas stratège. Aucune stratégie politique au monde ne fait pas pression sur le privé pour qu'il ne vende pas sa marchandise. Ça, ce n'est pas une stratégie. Il utilise le pouvoir qu'il a. Il utilise le pouvoir que vous et moi lui avions confié. Non, en nous retirant et en lui donnant le pouvoir, on n'a pas dit qu'il l'utilise pour nous frapper, qu'il l'utilise pour nous développer, qu'il l'utilise pour donner à manger à chaque Béninois, qu'il l'utilise pour faire avancer notre pays, non pas pour empêcher les privés de prendre l'argent, pour empêcher les privés de vendre leurs produits à qui ils veulent. Donc ce n'est pas de la stratégie. Et ceux qui pensent que nous ne sommes pas stratèges et qu'on devait anticiper, mais comment dans un pays démocratique,
l'on peut penser que on va empêcher l'opposition de parler dans un pays démocratique. Quand même, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Le pluralisme pluriel, le pluralisme d'opinion, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Mais comment vous pouvez penser que dans votre pays, le Bénin, qu'on a connu depuis l'avènement de la démocratie, de la conférence nationale, qu'aujourd'hui, il va se trouver un gouvernement pour empêcher les gens de parler, pour empêcher les gens de manifester, pour empêcher les gens de sortir. Mais c'est inimaginable. Et quand je pense aujourd'hui au président, à mon cher ami, président de la Cour constitutionnelle, que je respecte beaucoup, et qu'il valide des lois comme ça, des lois d'exception, des lois de privation, et qu'il accepte, qu'il dise que ces lois sont conformes à la Constitution, je me demande s'il se regarde dans le miroir, s'il se rappelle de tout ce qu'il a dit, s'il se rappelle qu'il avait traité dans ce pays des cours constitutionnels de cours de miracle. Et aujourd'hui, s'il devait être à notre place, comment il va appeler sa propre cour, la cour qu'il dirige aujourd'hui? Je crois que c'est dangereux pour notre pays. Si on doit faire tout ce bruit, si on doit faire tout ce cinéma pour paraître, pour atteindre un niveau, s'asseoir à ce niveau-là et oublier tout ce qu'on a dit par le passé, je crois que c'est dangereux pour nous tous. Mais rapidement maintenant, parlons des réformes politiques. C'est vrai que votre position a été déjà connue par rapport à la révision constitutionnelle, mais après ça, il y a eu également d'autres lois votées. Voilà. Quelles sont vos réactions? Quelle est votre lecture rapidement, en quelques 5 minutes, parce que là... Évidemment, oui. Bon, le temps passe très vite, mais nous avons constaté que depuis l'avènement du président Patrice Talon, depuis que les institutions ont été vassalisées, et surtout depuis l'installation de la Cour, de l'Assemblée nationale de sang qui est à Porto Novo en ce moment, depuis ce temps-là, que les lois votées à l'Assemblée sont des lois personnelles, des lois qui protègent une personne. Et c'est dangereux pour notre pays. Une constitution démocratique, pourquoi arriver à cette conclusion une constitution quand on sait démocratique, quand même que les institutions ont régulièrement fonctionné et que le Parlement a vous voté pensez, cette loi, exemple, vous-même aujourd'hui, lorsque on prend l'Assemblée nationale, on trouve derrière le président Talon. Ça n'a rien à voir, c'est l'Assemblée. Oui, mais derrière... L'exécutif, il n'y a pas. L'exécutif, derrière l'exécutif, naturellement, s'il vous plaît, derrière l'exécutif, on trouve naturellement le président Talon. C'est normal. Mais derrière l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on trouve derrière le président Talon. Derrière la Cour constitutionnelle, on trouve naturellement le président Talon. Alors, ce sont des institutions de contre-pouvoir. Ce sont des institutions qui devaient se contrôler pour éviter les abus, comme ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Parce que les abus viennent souvent de l'exécutif et le législatif, le judiciaire. Les deux sont là pour mettre les balises, empêcher l'exécutif d'aller dans l'excès. Mais aujourd'hui, derrière ces institutions de contre-pouvoir, on voit mon cher président de la République. Alors, quel contre-pouvoir avions-nous aujourd'hui pour empêcher les dérives? Parce que toute personne qui a un pouvoir, une autorité, est amenée à aller vers la dérive. C'est parce que l'opposition aussi a laissé faire. C'est humain. Et justement, c'est parce que l'opposition aussi a laissé faire. L'opposition était où en ce moment, quand les réformes... C'est l'opposition qui a empêché l'opposition d'aller aux élections. C'est l'opposition qui a militarisé et l'Assemblée nationale, c'est l'opposition qui s'est exclue aux législatives. Non, le président Patrice Talon, nous étions là, mais le président, s'il te plaît, nous étions là, mais le président Talon avait la police. Il pouvait réprimer, il pouvait nous envoyer en prison, il pouvait nous tuer. Non, pas vous tuer, quand même pas. Il n'a pas eu de morts. Pas ça du tout. Il n'a pas eu de morts. Les morts, cela révèle quand même de l'incivisme. On l'a vu, monsieur Nourenou Attiadé. S'il te plaît, le Bénin n'est pas encore cet état-là. Oui. Lorsqu'il y a l'incivisme, on tue. C'est dans notre constitution.
lorsqu'il y a l'incivisme, il faut tirer. C'est comme ça dans notre constitution. Il y a eu des échauffourées, et lors des échauffourées, il y a eu des morts. Oui, on ne va pas quand même imputer cela, oui, directement que c'est il a eu le des chef morts de à l'État. tir réel, à balles réelles. Je dis, il a l'armée, je le répète, il a l'armée, il a la police, et nous savons combien nous avons souffert. Mais tout ça relève du passé aujourd'hui, avec la loi d'amnistie, voilà, donc ça relève du passé aujourd'hui, M. Norenou. Mais ça relève du passé, mais ne me dis pas d'oublier. Je vous dis pourquoi on en est arrivé à une Assemblée nationale monocolore. Ce n'est pas de notre fait. Nous n'avons jamais voulu avoir ça pour le Bénin, mais c'était le souhait du président Patrice Talon. Il pouvait donc nous la en empêcher. La configuration de ce Parlement, c'est ça qui explique en partie... Oui. Maintenant, quand nous prenons les lois votées, les lois dont j'appelle lois personnelles, lorsque vous prenez le code électoral, cher ami, où on parle de parrainage, où on dit qu'il faut avoir 16 députés et maires pour se faire parrainer avant d'être candidat aux élections présidentielles. Mon cher ami, je caricature ça souvent comme si vous allez à une course. Très rapidement. Oui, je vais aller rapidement. À une course de vélo. Et vous avez un concurrent qui prend une pointe et qui perce le vélo des autres. Et il est seul. Les autres ont tous leurs vélos percés. Vous pensez qu'il y aura encore de l'exclusion? On lance le signal, mais qu'ils savent pédaler, qui ne savent pas pédaler, il sera le premier à arriver. Et c'est justement ce que le président Patrice Talon, nous avons annoncé au début de son mandat pour dire, pour être réélu, même si tu es mauvais, si tu n'as pas de concurrent, tu seras élu. Ne pas avoir de concurrent, c'est percer les roues des autres concurrents. Quand la loi dit qu'il faut avoir 16 députés pour parrainer, mais l'opposition n'a aucun député. Lui, il a déjà 83 députés. Et on met maintenant dans la loi qu'il faut avoir députés pour parrainer. C'est déjà l'exclusion. Et vous allez dire que l'opposition n'est pas stratège. L'opposition va créer les députés pour se faire parrainer. Non, ça, ce n'est pas stratégique. C'est sadique à la limite. C'est l'exclusion déjà. Mais l'opposition au président Patrice Talon va trouver les 16 députés où pour aller au présidentiel. Donc, nous pensons que le Bénin... Donc vous pensez qu'il y a des choses à revoir? Il y a des choses à revoir. Ça, ce n'est pas des réformes. Ça, ce n'est pas des réformes pour faire avancer le pays. Ces réformes-là sont chrysogènes. Moi, je ne pense pas qu'on revise une constitution en une nuit. Merci. Norenou Attiadé, porte-parole des Foscori pour un Bénin émergent. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Vous avez certainement beaucoup à dire, mais le temps qui nous est imparti tire complètement à sa fin. Les réformes politiques, beaucoup de réformes sont donc à revoir. C'est la conclusion pour les événements du mardi dernier. L'opposition, en tout cas les forces de la résistance, ont rempli toutes les formalités pour que cela se passe dans de meilleures conditions. Donc l'opposition continue de soupçonner et bien sûr une main visible du pouvoir en place. Voilà ce qu'on peut retenir de cet entretien sur le décryptage et dans la télévision avec Norenou Attiadé, porte-parole des Foscori pour un Bénin émergent, membre de la résistance. Merci à toutes et à tous. Prochain rendez-vous et bien sûr mardi prochain. Au revoir.